suis Arthur Ducoteau, je suis auteur et dessinateur de bande dessinée. Je fais aussi des livres illustrés. J'ai fini la formation à l'EDA il y a, il me semble que c'est en 2019 ou en 2020. Dans la foulée, j'ai presque tout de suite réussi à publier mes premières productions en BD. Alors, au début, je me destinais plutôt à l'illustration jeunesse, puis finalement, c'est la BD qui a fonctionné en premier. Moi, mon parcours, il est assez classique. J'ai grandi en Savoie. À un endroit, il n'y avait pas tellement d'accès non plus il y a de l'accès à la culture, mais dans les années 80-90, c'était pas non plus... il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas beaucoup de cours d'art, de bande dessinée, de trucs comme ça. On n'avait pas trop accès. Il n'y avait même pas d'ailleurs de magasin de bande dessinée. C'était quand même assez rare. Malgré tout, moi, c'est quelque chose que j'aimais. Je me souviens que dès le collège, je m'étais un peu renseigné sur comment devenir auteur de BD. J'avais été rapidement... j'avais mis l'idée de côté, quoi. On m'avait dit que c'était pas tellement un métier et qu'en plus ça me stressait un peu. Ça impliquait de partir dès le lycée assez loin, qu'en plus je n'avais pas de très bonnes notes dans les matières littéraires et que a priori pour faire des études d'art il fallait forcément être bon dans les matières littéraires. Du coup, j'ai fait un bac STI électronique, voilà. Et après, je me suis orienté. J'ai quand même essayé de repiquer, c'était les débuts d'Internet. Enfin, Internet était déjà un peu développé, mais tout le monde ne l'avait pas chez soi. Et d'ailleurs, moi, je ne l'avais pas chez moi, mais je m'étais orienté un peu dans la partie Internet et multimédia pour avoir de la création visuelle. Moi, je m'étais dit, bon, je ne veux pas devenir électronicien. En partant là-dessus, ça me permettra un peu de me recentrer. Et puis, j'ai fini par avoir un master en ingénierie des médias. Et c'est pendant cette période que j'ai rencontré du coup des personnes qui étaient en école d'art et qui avaient monté un magazine auto-édité, un fanzine qui s'appelait Anachronique, et dans lequel j'ai participé. Et ça a été un peu mes premiers pas dans la BD, on va dire un peu structuré, parce que vu que les autres étaient beaucoup plus forts que moi, je voulais pas me taper la honte à montrer mes petites productions à côté des leurs. Du coup, je me suis beaucoup entraîné, je regardais ce qu'ils faisaient, je regardais ce que d'autres auteurs faisaient. C'est là où j'ai lu, je lisais déjà beaucoup de BD, mais là je me suis mis à lire vraiment énormément de BD différentes. Et pour voir un peu comment faisaient les autres auteurs en termes de narration, d'écriture, de dessin, etc. Voilà, et puis après, il se trouve que j'ai travaillé, parce qu'il fallait gagner sa vie. Et puis au bout de quelques années, j'ai voulu changer parce que je trouvais que j'avais fait un peu le tour de ce boulot. Et du coup, c'est là où j'ai décidé de me lancer en tant qu'auteur et illustrateur. Surtout à la base, c'était ça, quoi. Et donc j'ai rejoint l'EDA. La première réponse, c'est que j'ai choisi une formation à distance parce que j'ai pas trouvé de formation qui n'était pas à distance, qui pouvait s'adapter à mon planning, premièrement. Ensuite, j'en avais trouvé quelques-unes qui pouvaient s'adapter, mais qui n'étaient pas du tout à ma portée financièrement. Et je voulais quelque chose, je cherchais vraiment juste quelque chose de structurant, quoi, qui m'aide à progresser en dessin et à me donner des exercices, mais j'avais pas, en fait, je recherchais pas nécessairement un échange direct avec un professeur ou quoi que ce soit. C'était vraiment quelque chose pour moi, pour me bosser et faire mon bout. Et donc la distance, voilà, ça semblait être la bonne formule. Puis voilà, je pensais que j'étais assez mature, j'avais déjà fait une licence à distance, je savais un peu ce que ça impliquait en termes d'organisation, donc voilà. Moi, ça m'a pas demandé beaucoup de courage, comme je disais, la formation à distance, j'avais déjà fait ça pour ma licence. Après, j'avais quand même 35 ans quand j'ai fait la formation, du coup j'avais aussi de l'expérience professionnelle. Je vivais en coloc, les autres bossaient, donc je me levais en même temps qu'eux, puis après, pendant qu'ils étaient au travail, je faisais ma formation, quand ils rentraient, j'arrêtais. Du coup, voilà, j'ai été quand même assez rigoureux. Et puis je savais que j'avais une durée limitée de chômage pour pouvoir me lancer, quoi. Donc je m'étais dit, il faut que je fasse la formation en un an. Donc j'avais découpé tous
toute la formation pour que ça rentre sur une année, en me mettant des dates précises. Je savais qu'à telle deadline, je vais avoir fini telle partie, etc. etc. Et donc, voilà, c'est tout, je m'y tenais. Et j'ai pas beaucoup réfléchi, j'ai juste fait ce qu'il fallait, quoi. Et donc voilà comment je me suis organisé un petit peu. Et après, au niveau motivation, je me voyais progresser quand même, donc ça jouait sur la motivation. Et puis, de toute façon, je savais que j'étais contraint par le temps, donc j'avais envie de pouvoir essayer au moins d'envoyer des books et de tenter de faire quelque chose. Donc, ça m'est pas venu à l'esprit que ça puisse ne pas se faire, que je puisse ne pas aller au bout. En fait, j'y suis allé en me disant que j'allais le faire. Donc non, moi j'ai pas eu de moment de doute. Non, je pense que ce qui fait que j'ai pas eu de doute, c'est que j'avais de toute façon une routine et que c'est un truc qu'il faudra développer de toute façon si vous voulez devenir illustrateur ou dessinateur. Parce que même si moi je prends une place en atelier, dans un atelier avec d'autres dessinateurs ou d'autres créatifs, d'autres métiers, du jeu vidéo et tout ça. Dans tous les cas, on est chacun dans notre bulle, tout le monde ne vient pas à la même heure et tout. Enfin bon, c'est de l'autogestion, quoi. C'est vraiment, il faut se créer une routine et le faire, parce que sinon on a vite fait en fait de pas avancer. Et il y aura personne à part le jour où on va te dire t'as pas rendu tes 70 pages, c'est trop tard, quoi. Donc il n'y a pas trop le choix en fait que d'apprendre à cette rigueur. En fait, comme je l'ai dit, je voulais faire une formation surtout pour m'aider à progresser sur certaines parties très spécifiques, type la perspective. Même si je savais faire un peu de perspective, j'avais quand même certaines erreurs. Je manquais, des fois, il y a juste des trucs où avoir une technique, c'est bien, quoi. On te dit, c'est comme ça qu'on fait, tu fais, ah ouais, ok, après il y a de l'entraînement, mais déjà, si j'ai le concept, ça marche mieux. Comme les harmonies de couleurs, etc. Tout ça, c'est des trucs, en fait, une fois que tu les as appris, tu fais, oui, en fait, maintenant je comprends, je peux continuer à m'entraîner, je progresserai, mais ces petits trucs m'aident, quoi. Et je voulais ça, j'avais besoin de ces petits trucs pour m'aider, et puis j'avais besoin d'une suite, d'un programme d'exercices avec, on me dit, à ce moment-là, on fait un devoir, etc., pour m'aider un peu à bosser tous les jours. En fait, c'est ça que je voulais vraiment une structure pour m'aider à organiser ma progression, et c'est ce que je suis venu chercher. Pour tout le reste, donc j'ai fait beaucoup de démarchage en direct, par mail, où déjà j'ai contacté les médiathèques autour de chez moi, les MJC, tout ce genre de structures, les festivals, les assos d'auteurs, toutes ces structures-là, je les ai contactées pour les rencontrer, soit pour pouvoir participer et puis m'immerger un peu dans ce milieu, soit pour dire je peux animer des ateliers, dessins, etc. Déjà, ça me permettait de créer des premières relations, puis d'avoir des premières activités, de me mettre aussi un peu en difficulté, quoi, d'aller présenter aussi certaines choses. J'ai trouvé d'ailleurs que c'était très intéressant. Donner des cours, ça oblige à intellectualiser sa démarche, et de fait, je trouve que ça nous fait progresser, quoi. Parce qu'on doit être suffisamment bon pour réussir à transmettre quelque chose. Et après, pour les projets de livres, c'est du démarchage, c'est-à-dire que... Alors, j'ai fait quelques concours, j'avais fait le concours de l'atelier A3, mais qui n'existe plus, c'était organisé par Ciro Sénatan à l'époque. Ça n'existe plus. J'avais fait quelques rencontres en direct, d'ailleurs je les refais cette année encore, je continue. Au Lyon BD Festival, il y a des rencontres professionnelles, on peut faire des sortes de speed dating avec les éditeurs, donc on y va avec un book ou un dossier, puis on présente un projet, quoi. Donc ça permet d'avoir des retours directs. Après, ça implique aussi d'être quand même un peu à l'aise à l'oral, de s'être bien préparé, de savoir pitcher un peu ses projets et tout ça. Mais puis d'être assez mature pour accepter aussi les retours qui peuvent être des fois... c'est quand même nos projets, quoi. Ça peut faire un peu mal, des fois, des retours quand on nous dit que c'est pas bien ou que c'est pas assez abouti, alors que nous on a l'impression d'avoir hyper abouti la chose. Donc voilà, faut être prêt à ça. Et puis après, on crée des dossiers, donc des dossiers d'édition, où là, c'est assez classique, on peut retrouver sur plein de sites d'éditeurs, ils disent ce qu'ils veulent, mais en gros, un dossier d'édition, c'est en gros un truc qui ressemble à ça, où on a une petite page de couverture, des résumés, là on voit peut-être pas très bien, des résumés, la présentation de personnages, les premières pages en couleur finale, et puis après, potentiellement des trucs plus sous forme de croquis. Si on fait de l'album illustré, c'est bien d'avoir tout le texte, s'il n'est pas trop long, tout le texte déjà fini.
si on fait de la BD, on va avoir la trame générale du scénario. Par exemple, on va dire donc on va avoir une première page avec le résumé, enfin le pitch, une page avec un résumé un peu plus long, et puis un truc qui s'appelle un synopsis où vraiment on va expliquer tout ce qui se passe dans l'histoire. On fait pas de surprise, on explique la fin de l'histoire aussi, parce que l'éditeur il veut savoir ce qui se passe à la fin. Tout votre livre prend sens aussi avec l'histoire que vous racontez. Donc voilà. Et puis après, les books, moi j'ai respecté ce qu'on avait appris à faire à l'EDA, hein, donc il y a des exercices pour faire le book. Le seul truc que je conseillerais, c'est de ne pas garder 10 000 illustrations différentes. Vous avez envie de faire de l'illustration jeunesse, ou en tout cas vous présentez à des illustrateurs jeunesse, où vous envoyez que les trucs en rapport avec ça. Vous mettez pas un truc avec un peu de BD, un truc avec un peu de pub, un truc avec un peu de dessin de presse. Non, vous concentrez, à la rigueur à la fin vous mettez 2 pages avec ça. Et ce qu'il faut, c'est avoir de la matière sur, si je veux faire de la jeunesse, je présente des illustrations jeunesse qui ont l'air d'être intégrées dans un livre. Je vous encourage d'ailleurs à vous lancer dans des faux projets, d'écrire des petites histoires et de vous dire comment j'illustre les premières pages, même si vous n'allez pas plus loin que ces trucs-là pour vous créer de la matière et de la cohérence, quoi, avoir plusieurs dessins qui rentrent là-dedans. Pour moi, c'est vraiment ça l'intérêt d'un book, c'est qu'on voit votre identité, quoi. Désolé pour cette disparition. Ouais, moi j'ai rencontré notamment les membres de l'épicerie séquentielle, qui est l'association qui fait les rues de Lyon. Donc c'est un mensuel de bande dessinée qui est à Lyon, qui est un projet spécifiquement lyonnais où le but c'est qu'en fait on fait des bandes dessinées tous les mois. Les auteurs du mois sont rémunérés correctement, c'est-à-dire à 33% du prix de vente, ce qui est extrêmement élevé, c'est presque 3 fois supérieur à ce qui se fait normalement. On l'imprime localement et on le diffuse localement. Donc c'est vraiment, donc sur des sujets de la culture lyonnaise, donc locaux aussi. L'idée c'est vraiment d'avoir un truc qui soit cohérent. Et au début je suis rentré dans cette asso juste parce que c'était une asso d'auteurs BD, ça me passionnait. Je me suis dit tiens, si je peux aider à faire ça, c'est super. Et puis comme ça je peux voir aussi tout le processus de création d'un livre, puisque les Rues des Lions, l'épicerie séquentielle du coup, est une maison d'édition. Associative, collective certes, mais c'est une maison d'édition, donc ça permet de tout voir du début à la fin, de la correction à la validation des sujets, l'impression, les maquettes, etc. Et la distribution chez les libraires, quoi. Et donc ça c'est cool. Et les gens là-dedans, il y a des auteurs qui ont beaucoup de bagages et qui m'ont aidé, qui m'ont donné plein de conseils. Et grâce à eux, ils m'ont vite mis le pied à l'étrier. Ils m'ont dit fais ton premier numéro, tu vas pas juste être bénévole. Du coup, c'est comme ça que je me suis lancé. Et en parallèle, en fait, de mon premier album, je travaillais sur ça. Et c'est là où j'ai fait plein de bêtises, dans le sens où j'ai utilisé des techniques qui étaient vraiment pas pratiques après pour corriger, pour remettre en page, pour la maquette, etc., pour placer le titre, enfin, tout ce genre de choses. Et heureusement que je les ai fait là, parce que sur 10 pages, c'est rapide, entre guillemets, à corriger, même si ça peut être un peu long. En revanche, sur l'album de 76 pages, si j'avais fait exactement la même chose, ça aurait été juste l'enfer, quoi. Donc voilà, moi, vraiment, en termes de rencontres qui m'ont aidé, c'est tous les membres de l'épicerie séquentielle qui m'ont accompagné dans ma professionnalisation. Ça a été énorme. Et puis après, les rencontres de lecteurs, de médiathécaires, tous ces gens qui en fait lisent tes livres et vont les proposer aux autres parce qu'ils les trouvent bien. Donc ça, c'est quand même aussi absolument génial, quoi. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand on est... tout ce qu'on voit dans la formation, moi je l'applique, quoi. Je fais mes storyboards de la même manière qu'on le fait. Alors, il y a plein d'auteurs qui font de manière différente, hein. Il y en a qui font des storyboards hyper léchés, d'autres hyper rapides, avec des bonhommes à peine... Est-ce que j'en ai un sous la main? Et là j'ai un storyboard de ce que je suis en train de faire, par exemple. Voilà, des trucs, donc c'est quand même plutôt rapide, mais l'idée c'est vraiment de faire mon découpage et puis de pouvoir le partager aussi avec un éditeur qui va le lire et qui va pouvoir comprendre ce qui s'y passe. Donc je fais ces trucs-là parce que j'ai appris à le faire. Ça, pour le coup, je pense que j'avais pas forcément la connaissance de ce qu'était vraiment un storyboard avant de faire la formation. Voilà. Et après, une fois qu'on a validé, je vais passer à mon crayonné. Et je fais mes crayonnés très proprement. Et puis une fois qu'on est d'accord, généralement je les fais valider pour être sûr. Comme ça, c'est plus simple de corriger mes crayonnés parce que vu que je travaille en traditionnel, après dès que je vais passer à l'ancrage,
et que j'ai mis la couleur, là, franchement, c'est l'enfer. C'est-à-dire qu'il faut que je refasse potentiellement un jour de travail pour juste modifier une case ou un truc comme ça. Donc, je vais pas partir sur un truc comme ça. Le plus grand défi, c'est que tu es tout seul. Tu es tout seul, ça veut dire que tu es un indépendant et que personne, on va dire, sauf si tu as un talent incroyable et que tu es génial et que tout le monde te dit depuis toujours, dès qu'on voit tes dessins, on se dit je veux t'acheter, je veux t'acheter le dessin ou je veux te prendre pour un livre. Dans le cas inverse, il y a beaucoup de choses à faire. Et le dessin, aujourd'hui, pour moi, le dessin et la partie créative, l'écriture, la recherche, tout ça, ça doit représenter, on va dire, à peu près maximum 50% de mon temps. Et le reste du temps, je dois faire ma compta, ce genre de choses, gérer toute la partie administrative, les papiers, parce que j'ai une auto-entreprise et donc je gère ces genres de choses. Il y a tout un moment, il y a un gros moment où je crée des contenus pour faire des dossiers, pour aller voir les éditeurs et chercher de nouveaux projets. Donc ça me prend un temps vraiment non négligeable. Et il y a, on dirait, un dossier sur 4 à peu près qui est validé, quoi. Je sais que quand je fais 4 dossiers, j'en ai généralement un qui est retenu. Les autres, ils partent à la poubelle. Enfin, à la poubelle. Potentiellement, je les recycle en partie et je les réutilise un peu, mais globalement, voilà. Donc il faut accepter aussi de passer un projet, de pas tout le temps rester campé sur le truc en se disant ouais mais ça c'est mon bébé, c'est le truc. Si ça fait déjà 6 mois que vous l'avez déjà envoyé à tout le monde et que tout le monde vous a dit que ça le faisait pas, à moins que vous soyez chaud de le faire en auto-édition, faut passer à autre chose, c'est tout, faut lancer un autre dossier et puis c'est pas grave. L'autre grand défi, il faut savoir aussi que quand même il y a une bonne partie de mes revenus, c'est de faire de la médiation autour de mes livres. Mes livres directement me font vivre, on va dire, à peu près maximum à 50% de mes revenus, un petit peu plus, non si l'année dernière un peu plus, mais il y a quand même un bon tiers de mes revenus qui vient directement du fait que je vais faire de la médiation dans les écoles, les MJC, lors des salons, je vais faire des ateliers de dessin ou des conférences autour de mes livres et de mes créations. Et ça c'est ce qui me fait vivre. Donc il faut quand même aussi être en mesure de se dire je dois être capable de prendre la parole et de créer des outils autour de mes livres parce qu'ils ne vivent pas tout seuls, quoi. Donc ça c'est quand même les gros trucs. Et puis comme tu es tout seul, c'est aussi à toi de tenir tes plannings et de te mettre des objectifs, quoi. Mais si vous sortez de la formation, que vous avez réussi à mener la formation en vous donnant des objectifs et en vous tenant aux objectifs que vous étiez fixés, ça vous y arriverez. Vous arriverez à devenir indépendant. Vous avez le droit de faire un book avec plein de trucs dedans, mais moi je vous conseille, une fois que vous l'envoyez, d'enlever les pages qui ne servent à rien aux personnes concernées. Si vous envoyez un book BD, envoyez que de la BD, ou alors éventuellement quelques illustrations qui peuvent donner une tonalité, mais pas trop d'autres trucs. Et ayez un book assez conséquent, mais ça sert à rien d'avoir 30 pages. Vaut mieux un book de 8-10 pages avec vraiment des trucs de bande dessinée qui permettent à l'éditeur de comprendre ce que vous êtes capable de faire là-dedans et ce que vous voulez proposer, plutôt qu'avoir 50 pages où en fait on ne sait pas, et puis en plus ça se trouve, il y aura des dessins qui sont peut-être pas très bons, parce qu'au début on les a mis dans notre book au début de la formation en se disant tiens c'est le meilleur que j'ai fait, mais arrivé à la fin c'est plus du tout le meilleur que j'ai fait. Tant pis, on le vire, on ne garde pas des trucs qui... si on a un doute et on se dit non ça je sais pas si ça fait professionnel. Si on a un doute c'est que ça fait pas professionnel, c'est pas la peine. Donc on enlève les trucs, on ne garde que ce qui de notre point de vue est pertinent. Je vous ai expliqué, je vous ai dit, moi ce truc là, ce dossier, je l'ai fait, c'était mon dernier devoir de l'EDA. C'était ce personnage-là, du coup de Bernard le gardien de phare. Et ce dossier-là, je l'ai construit justement j'en ai profité d'être corrigé pour faire tester mes illustrations. Pour faire tester mes illustrations, faire corriger mes illustrations, voir si elles s'adaptaient bien au texte, si on me donnait des conseils pour des meilleurs cadrages, pour la mise en couleur, et puis pour la relecture, et si le dossier en lui-même était cohérent. Donc voilà, je l'ai fait là-dedans, et ça c'était un bon truc, parce que ce dossier, en vrai, il
c'est ce que je disais la dernière fois, il a été vu par plusieurs éditeurs, plusieurs maisons d'édition. Il a même été retenu par certains comités éditoriaux, c'est-à-dire que, par exemple, un éditeur ou un assistant d'édition va voir un dossier, va dire « Ah tiens, celui-là, il me paraît pas mal ». Il va le soumettre à tout le comité éditorial ensuite, qui vont tous le regarder et donner leur avis dessus. Et en fonction de l'avis général, ils vont le garder ou pas. Moi, il se trouve qu'il est passé chez plusieurs comités, mais il n'a jamais été retenu. Par contre, grâce à ce dossier-là, j'ai eu mon premier contrat. C'est-à-dire que chez Macaca, quand ils me font faire la grande escalade, ils me disent « Ça, c'est chouette et tout, mais bon, nous, on fait de la BD, on veut un truc en BD, mais avec cette atmosphère, ce type de couleurs, de dessin, etc. Maintenant, il se trouve qu'on n'a pas de scénariste à te proposer en l'état, donc à toi de nous proposer un scénario, mais on est chaud, vas-y, propose-nous un truc. » Donc, à ce moment-là, j'étais évidemment au taquet. Et je me suis dit, bon, j'avais pas prévu, moi je voulais faire du livre illustré parce que ça me paraissait une ampleur beaucoup moins grande. On n'est pas sur 48 pages, il y a moins de dessins par page. La démarche intellectuelle de narrative est quand même moins... c'est moins lourd, quoi, en fait. Un livre illustré, je sais pas, généralement ça me prend 2-3 mois, alors que là, une BD, à chaque fois que j'en fais une, ça me prend 1 an, quoi. Donc on n'est vraiment pas sur les mêmes trucs. Et je me disais, en premier, waouh, ça va être lourd de faire une BD. Et encore plus un scénario de 70 pages. Mais voilà, j'ai proposé plusieurs pitchs, donc en gros en 5 lignes, quoi, tu résumes ce que tu veux faire. Et puis ils en ont sélectionné un, et puis voilà, je me suis lancé. Donc Bernard Lagarde-Phare, en vrai, c'est grâce à lui si aujourd'hui je suis auteur, quoi. Même alors que son livre existera sans doute jamais. donc voilà. Avant de signer un contrat, déjà, d'avoir créé son petit sirette, sa petite micro BNC, ça coûte rien. Hein, on n'a pas de charge à créer notre statut et on en aura besoin après. Ce serait un peu dommage qu'on soit obligé, au moment de la signature, de reculer une signature ou de la mettre potentiellement en danger juste parce qu'on n'a pas fait le truc de base de création. Donc voilà, tout ça, après, vous pouvez vous renseigner auprès de l'URSSAF du Limousin, je sais plus, il faut aller à URSSAF artiste-auteur, ils peuvent vous dire tout ce qu'il faut faire. Vous allez les voir, c'est pas très compliqué. Et voilà, et après sinon, non, voilà, le truc le plus important, c'est surtout de choisir les maisons d'édition qui nous plaisent. Mais pas prendre que les grosses, quoi. Regardez aussi dans les maisons d'édition plus petites au début, qui justement, certes, vont peut-être pas nous proposer des montants énormes, mais sont beaucoup plus ouvertes à faire découvrir des jeunes auteurs, et donc vont les laisser peut-être un peu plus de liberté, un peu plus d'accompagnement, un peu plus de temps aussi, parce que c'est vrai qu'on travaille avec une grosse maison d'édition, généralement ils nous donnent un planning, et puis là il faut le tenir, quoi. Souvent quand on a justement un contrat qui est un peu moins avantageux, on va falloir dire attends, sur les délais, est-ce qu'on peut être un peu plus flex et tout ça. Donc voilà, moi je dirais de ne pas forcément se jeter chez les plus grosses maisons d'édition, mais aller par contre chez celles qui proposent des trucs dans le même style que ce qu'on veut proposer et qui nous plaisent, quoi, dont la ligne éditoriale nous plaît. Et pas l'envoyer partout, ça sert à rien, sinon on va se prendre des retours qui ne vont pas. Le mot de la fin, merci déjà d'avoir suivi. Vous pouvez toujours, donc vous allez soit sur mon Instagram Arthur Ducoteau, soit sur mon Facebook, soit en commentaire de mes posts, soit en message privé, où vous pouvez tout à fait m'envoyer des messages. Bon, dans la mesure du raisonnable, hein, je dois quand même travailler à côté, mais donc n'hésitez pas en tout cas à me poser des questions. Vous pouvez me suivre autrement, sinon j'ai aussi un petit blog qui s'appelle, que vous pouvez trouver si vous allez sur mon Instagram, vous pourrez retrouver le blog. En gros, où je mets des recettes, je fais un peu des aquarelles fait maison, je teste des trucs, et puis je mets des petites illustrations, des BD pour expliquer les recettes. Et je mets un peu mes actifs de mes sorties, donc n'hésitez pas à vous abonner sur ça. Si vous n'êtes pas très réseaux sociaux, il y a une petite newsletter qui sort à chaque fois, quoi. Après, sinon, n'hésitez pas à acheter mes livres, ou aller vous les procurer à la médiathèque, en parler, ça me fait plaisir. C'est comme ça qu'on existe aussi, il y a beaucoup de livres qui sortent tous les ans, donc quand vous envoyez un qui vous plaît, n'hésitez pas à en parler aux gens, parce que c'est important de faire exister les livres qui ne sont pas que ceux qui font des cartons juste de par leur nom et leur licence. Si vous aimez pas, vous avez le droit aussi de ne pas aimer. Mais souvent, le problème d'Internet, c'est qu'on a beaucoup plus de retours de gens qui aiment pas que de gens qui aiment bien.
Donc quand vous aimez bien, c'est bien de le partager, c'est toujours cool. J'ai ces 2 livres-là, donc ça qui est une série qui est sortie dernièrement, donc c'est Héloïse Junier, qui est une psychologue spécialisée sur l'enfance, qui est la scénariste. Donc là, c'est le 6e tome déjà de la série. Au début, ça s'appelait Sam et Cléo, maintenant ça s'appelle C'est le monde à l'envers, mais c'est la suite. Chaque livre reprend en gros une problématique du quotidien. Type là, c'est le départ, enfin le fait d'être toujours en retard le matin, de partir à l'heure à l'école et tout ça. Et en fait, c'est les enfants qui vont devoir s'occuper de leurs parents. Et les parents qui font absolument tout ce que feraient, toutes les bêtises que feraient les enfants. Donc voilà, c'est un truc assez rigolo, ça peut s'utiliser comme livre-outil avec nos enfants, soit comme album première lecture ou album illustré rigolo, juste tout seul comme ça. C'est à partir de 5 ans. Et puis sinon, j'avais travaillé sur un truc comme ça, donc je vous parlais des rues de Lyon. Ça, c'est un truc un peu similaire qui est dans les Dombes, ça s'appelle Chronique en Dombes, et c'est pareil, alors eux ils le font pas en mensuel, mais c'est pareil, c'est un 10 pages sur la culture locale, quoi. Donc là c'est sur l'histoire des halles de Châtillon-sur-Chalaronne, voilà, qui ont brûlé en 1670, si j'ai plus de bêtises. Et du coup, ça raconte un peu toute l'histoire de ces halles qui ont été reconstruites, qui existent toujours, mais voilà, l'idée c'est de trouver aussi un scénario sur... toujours pareil, c'est moi quand je prends ce genre de sujet, je me dis, ok, j'ai un monument historique, mais qu'est-ce que ça raconte au lecteur d'aujourd'hui, quoi. Quel est le lien avec aujourd'hui, si ce n'est qu'il le voit dans son paysage? Quel est le lien? Pourquoi on l'a là? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter comme histoire? Sinon j'ai toujours un peu du mal, quoi. Donc voilà, ça se trouve soit sur leur site internet, le site de Croa Édition, soit dans les librairies plus locales autour des Dombes, quoi. Voilà. Et voilà. Et puis après, sinon, en ce moment, je travaille avec Larousse sur un projet d'adaptation, enfin d'illustration autour de poèmes, qui verra le jour l'an prochain, je pense. Et puis, je suis en train de bosser sur des dossiers. Je peux vous montrer vite fait les premières planches que j'ai commencé à réaliser. Ce serait pour une BD jeunesse, voilà. Où là, il y a les premières planches. Alors, j'ai pas les têtes dessus, mais oui, j'ai fini hier soir de les mettre en couleur. Donc voilà, donc ça, je vais les numériser et je vais les intégrer à mon dossier. J'ai des recherches personnages et tout ça, enfin tout ce qu'on voit pendant la formation. Je vais les rassembler et puis la transmettre ce dossier pour une BD jeunesse, enfin familiale, on va dire, à partir de 8 ans. Et puis après, on croise les doigts pour qu'elle existe un jour.